Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aujourd'hui à la promotion de la santé dans la politique de la ville. Webinaire qui vous est proposé de manière conjointe par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Je suis Laurence Liégeois, responsable du pôle cohésion à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Et je serai appuyée aujourd'hui de ma collègue Charlie Delorme qui vous accueille dans le chat actuellement. Alors, en deux mots, je vais rapidement préciser un petit peu qui est PQNA, Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est le centre de ressources sur le développement territorial et la politique de la ville. Alors, nous sommes un GIP État-région qui œuvre depuis plus de 20 ans, 20 ans maintenant à l'accompagnement des territoires et des acteurs dans le déploiement de différentes politiques publiques, en particulier en direction des populations vulnérables et notamment dans les quartiers politiques de la ville. Alors, pour animer ce webinaire, je suis accompagnée par deux représentantes de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, à qui je laisse la parole tout de suite pour qu'elles se présentent, ainsi que leur structure. Oui, bonjour, donc Sylvette Ronc, chargée de projet à promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et référente de la mission Santé et Territoire, avec ma collègue. Bonjour à tous, Séverine Bosson, euh, donc co-référente avec Sylvette. Voilà, donc rapidement aussi là, une présentation de l'association Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine qui existe à l'échelle régionale depuis 2016, qui est le fruit de la fusion des trois IREPS. Donc peut-être il y en a certains d'entre vous qui connaissent plutôt ce nom-là, mais on vient de changer de nom. Donc, c'était les instances régionales d'éducation pour la santé. Donc, il y en avait trois au niveau Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, et qui se sont réunis sur toute la région. Et avant, il y avait aussi des comités départementaux, des CODES, que certains peut-être ont connus aussi. Donc, c'est une association d'un peu plus de 60 salariés. Et notre particularité, c'est que dans chaque département, on a un centre de ressources et une équipe dédiée pour accompagner les projets en santé, en promotion de la santé. Donc tout ça grâce à un soutien financier de l'Agence régionale de santé. Donc on peut changer la slide. Et donc on a un accompagnement, on a plusieurs missions, on a un accompagnement qui prend plusieurs formes. Si tu veux changer la slide, Charlie. Donc on accompagne on a donc des centres ressources, comme je vous ai dit. On accompagne l'accompagnement prend vraiment plusieurs formes en fait. On va accompagner les porteurs de projets sur la formalisation d'un projet, même la conception du projet à toutes les étapes d'un projet. On va les accompagner sur le choix des documents ou des outils pédagogiques en fonction des objectifs de leur projet. Et on a aussi un accompagnement autour de déploiement de projets plutôt thématiques sur la nutrition, les compétences psychosociales, handicap, santé, environnement. Et on a deux missions régionales, donc santé et territoire, dans le cadre c'est dans le cadre de cette mission-là qu'on est aujourd'hui, on co-anime avec Pays et Quartier Nouvelle-Aquitaine ce webinaire, qui accompagne donc toutes les démarches territoriales de santé, et notamment les contrats locaux de santé, c'est les conseils locaux de santé mentale, les ateliers santé ville et les volets santé des contrats de ville. Et on a une autre mission régionale dont on parlera en fin de webinaire qui s'appelle le Comodeis, qui est un accompagnement des collectivités territoriales qui souhaitent mettre en place une étude d'impact en santé dans tous leurs projets d'aménagement. Et on le verra, mais pour les années à venir, l'Agence régionale de santé, donc qui finance ces accompagnements-là, concentre son appui sur les projets en lien avec les écoles. Voilà, et on propose aussi des formations dans chaque département, et notamment sur les compétences socles en promotion de la santé qui peuvent tout à fait venir nourrir les compétences des acteurs de la politique de la ville, puisqu'on a des formations sur la méthodologie de projet en promotion de la santé, des, comment on anime des séances collectives en promotion de la santé. On a aussi une nouvelle formation sur les données probantes, qui est un sujet d'actualité, et aussi une littératie en santé et d'autres. Voilà, rapidement, mais n'hésitez pas surtout à venir dans chaque département. Vous avez une antenne avec des gens charmants qui peuvent vous accueillir et vous expliquer en plus en détail nos missions.
Merci Sylvette. Alors, vous êtes nombreux hein, connectés aujourd'hui pour aborder ce sujet de la promotion de la santé dans les QPV. Alors, il y a parmi vous à la fois des acteurs de la politique de la ville, des acteurs de la santé dans les territoires et plus largement aussi pas mal d'acteurs des collectivités et des structures associatives également. Donc une variété d'acteurs et donc on est ravis de votre présence parce que vraiment avec ce webinaire on souhaitait justement permettre à la fois aux personnes qui travaillent directement dans la politique de la ville de mieux comprendre ce qu'est l'approche de la promotion de la santé et comment elle peut se travailler notamment à travers les contrats de ville, et pour les acteurs de la santé ou qui ont vocation à travailler sur la santé dans leur périmètre, de mieux cerner les enjeux des quartiers. Et pour l'ensemble d'entre vous, à travers ce webinaire, on avait aussi envie de vous donner à voir des illustrations très concrètes de projets et de démarches sur la manière de travailler le sujet de la promotion de la santé dans les quartiers prioritaires dans la politique de la ville. Alors ce webinaire se déroulera donc en 3 temps. Dans un premier temps, on va poser un peu des éléments de cadrage sur la promotion de la santé dans la politique de la ville. Je commencerai moi par vous brosser un panorama très rapide de la manière dont la santé est abordée dans les contrats de ville Engagement Quartier 2030. Ensuite, Séverine Bosson de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine recontextualisera, elle, la promotion de la santé. Hein, qu'est-ce que c'est exactement, quels sont les concepts et les stratégies que ce terme recouvre. Et puis Sabrina Renaud, qui est directrice de la politique de la ville à l'agglomération du Niortais, nous présentera rapidement le contrat de ville de l'agglomération du Niortais et la manière dont la santé est abordée dans le contrat de ville. Ça sera pour une première partie d'une trentaine de minutes. Et ensuite, dans une deuxième partie, on donnera la parole justement à plusieurs acteurs qui viendront illustrer des projets en promotion de la santé en QPV, le développement des compétences psychosociales des collégiens. Donc ce sera avec Karine Mazet, qui est coordinatrice REP et QPV à l'Éducation nationale à l'Académie de Poitiers sur la circonscription de Niort. On parlera ensuite d'une expérience qui permet de développer le pouvoir d'agir d'adultes en insertion avec Cécile Kervich, qui est responsable de secteur à la mission locale du Sud de Sèvres. Et enfin, à nouveau avec Sabrina Renaud de l'agglomération du Niortais, on examinera justement le type de projet dont parlait Sylvette Ronc tout à l'heure, à savoir une étude d'impact en santé dans le cadre d'un projet de réhabilitation de pieds d'immeuble. Voilà. Et en dernière partie de ce webinaire, on donnera la parole à Sylvie Vanille de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et Marie-Pierre Brun de la DRETS Nouvelle-Aquitaine qui, pour une réaction à chaud sur l'ensemble des éléments qu'elles auront entendus pendant le webinaire et puis sur elles auront la possibilité d'exprimer un peu les messages clés qu'elles souhaitent faire passer aux acteurs qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans la politique de la ville. Voilà pour le programme de ce webinaire. On est ensemble jusqu'à 15h30. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je vais conserver la parole quelques minutes pour vous brosser un rapide survol de la manière dont la santé est abordée aujourd'hui dans les contrats de ville Engagement Quartier 2030 dans la région Nouvelle-Aquitaine. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que la politique de la ville est une politique contractuelle qui lie l'État et les intercommunalités, ainsi que leurs partenaires, à commencer par les communes, autour d'un contrat de ville qui est la traduction d'un projet de territoire en réalité. Cette politique de la ville, elle est par essence transversale,
puisqu'elle a vocation à mobiliser l'ensemble des politiques publiques pour répondre aux besoins des habitants des QPV et ainsi réduire les inégalités sociales et territoriales que connaissent ces quartiers par rapport au reste du territoire dans lequel ils s'inscrivent. Alors, ces contrats de ville engagement quartier 2030 ont été signés en 2024, enfin sont entrés en vigueur en 2024, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle géographie prioritaire qui en est assortie. Et donc ces contrats ont vocation à être des contrats intégrateurs, c'est-à-dire à jouer un rôle d'ensemblier de toutes les politiques publiques. Et puisque, comme je le disais, la politique de la ville, c'est vraiment une politique transversale. Alors en Nouvelle-Aquitaine, on a 26 contrats de ville qui couvrent 83 quartiers prioritaires dans 46 communes. Ça représente 3,7% de la population de la région, environ 225 000 habitants. Donc 3,7% de la région, on pourrait considérer que c'est peu, mais en même temps, c'est une frange de la population qui est marquée par de très fortes précarités, avec des taux de pauvreté qui s'échelonnent entre 35% et 65% des habitants selon les quartiers prioritaires dont on parle. Alors, le centre de ressources Payé Quartier Nouvelle-Aquitaine a conduit une analyse régionale de l'ensemble de ces contrats de ville, de ces 26 contrats de ville de la région. Analyse que nous vous présenterons d'ailleurs prochainement dans un webinaire dédié le 21 février. Vous avez le lien dans le chat si vous souhaitez vous inscrire à ce webinaire-là. Et dans cette analyse, on a eu l'occasion de regarder un petit peu l'ensemble des thématiques et la manière dont les territoires se sont saisis de ces différentes thématiques qui concernent les habitants des quartiers. Alors moi, je vais là essayer de vous rendre compte très rapidement de la manière dont la santé est abordée aujourd'hui dans les contrats de ville en Nouvelle-Aquitaine. Alors, il y a des choses qui ne sont pas nouvelles, hein. La santé dans la politique de la ville, c'est loin d'être un sujet nouveau, hein. Ça fait des années que les acteurs connaissent et observent les problématiques des habitants des quartiers et ça fait des années qu'ils y travaillent. Donc là-dessus, c'était déjà, voilà, il y avait déjà beaucoup de choses évidemment qui se faisaient dans la précédente génération des contrats de ville. Ce qui n'est pas nouveau non plus, c'est le fait que ces contrats de ville, quand on les regarde, ils embrassent effectivement l'ensemble de ces thématiques qui concernent les habitants des quartiers. Donc on est vraiment, on a des contrats de ville qui brossent l'ensemble qui essayent en tout cas d'embrasser l'ensemble des problématiques qui sont rencontrées par les habitants. La santé en fait partie. Ce qui est un petit peu nouveau quand même dans cette génération de contrats, c'est que cette fois-ci, on avait un cadre qui était beaucoup plus souple et une initiative laissée au territoire de faire remonter leurs priorités en fonction des besoins exprimés par les habitants et en fonction de ce que les acteurs aussi du terrain ont pu faire remonter. Donc on a des contrats dans cette génération-ci qui sont assez hétérogènes dans leur forme et dans leur contenu. Alors que sur la précédente génération de contrats, on avait un cadre qui était fixé par l'État, qui était très homogène et qui lissait un petit peu finalement les choses et qui permettait moins au territoire de mettre l'accent sur une thématique ou une autre. Et donc dans cette génération de contrats, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si la santé dans la politique de la ville, c'est pas nouveau, ce qui est nouveau quand même, c'est la place que la santé prend aujourd'hui dans cette nouvelle génération de contrats. Et c'est lié à cette liberté qui a été laissée finalement au local dans la manière de décrire et de construire le contrat de ville, je pense. Et aussi à la prégnance des enjeux, bien entendu. Donc la santé prend une place aujourd'hui importante dans les contrats de ville. Tous les contrats de ville traitent de ce sujet de manière plus ou moins appuyée.
Et pour répondre aux problématiques qui sont identifiées par les territoires, la plupart des contrats consacrent un volet spécifique à la santé. Alors ça peut être un axe, une orientation, une priorité. Bon, ça dépend de la manière dont les contrats sont formulés, mais en tout cas, quasiment tous les contrats de ville font état d'un axe consacré à la santé. Euh, et donc, dans ces axes, dans cet axe consacré à la santé, on est allé regarder plus précisément comment la santé était abordée. Alors, c'est intéressant de noter que la santé fait l'objet d'un axe, donc elle est considérée comme une thématique, finalement, et pas comme quelque chose de transversal qui doit être traité dans l'ensemble des thématiques, mais on y reviendra tout à l'heure avec les collègues de promotion santé qui expliqueront justement l'approche de la promotion de la santé, qu'est-ce que c'est exactement. Mais c'est intéressant de noter en tout cas que dans les contrats de ville, la santé est abordée comme une thématique à part entière. Et donc dans cette thématique, il y a plusieurs domaines qui sont travaillés prioritairement. Il y en a quatre en fait, hein, quatre domaines qui ressortent. Deux qui sont plus fortement traités, qui figurent dans tous les contrats et qui sont beaucoup investis par les territoires. Le premier, c'est l'accès à la santé. À la fois sous l'angle de l'offre de santé et de l'accès à l'offre. Donc on a ce premier bloc, là, ce premier domaine, l'accès aux soins, l'accès à la santé. On a un deuxième domaine extrêmement investi dans les contrats qui concerne la sensibilisation et la prévention. Avec souvent une dénomination qui est utilisée, qui est justement ce terme de promotion de la santé, là, qui est utilisé pour englober toutes ces actions de sensibilisation auprès des habitants et de prévention dans le domaine de la santé. Alors, on verra que la promotion de la santé, c'est une terminologie qui peut être utilisée de différentes manières, mais qui a quand même des concepts bien précis derrière. Mais ça, je laisserai les collègues de promotion santé revenir là-dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est les deux domaines qui sont très investis dans les contrats de ville. Et puis ensuite, il y en a deux autres. Alors, il y a la santé mentale qui est là pour le coup, une nouveauté dans les contrats de ville. Hein. On voit bien dans cette génération de contrats que les territoires se sont saisis de cette problématique de la santé mentale dans les quartiers. Je fais un petit détour d'ailleurs sur le sujet de la santé mentale pour vous donner un petit aperçu de ce qui est la manière dont les territoires se projettent sur cette thématique-là. Les actions qui sont ciblées sur le volet santé mentale concernent surtout la formation des professionnels, la prévention et la communication en direction des habitants sur les enjeux de santé mentale. Et enfin, en troisième lieu, le développement de l'offre de soins sur les quartiers. Donc, voilà, une thématique nouvelle, bon, qui a été beaucoup identifiée hein, depuis la crise du Covid, qui était là sans doute avant, hein, bien sûr, mais qui a été mise en lumière particulièrement. Et donc, les acteurs de la politique de la ville se sont beaucoup saisis de ce sujet-là dans les contrats de ville engagement quartier 2030. Et puis le dernier domaine qui lui est beaucoup moins traité dans les contrats de ville, mais quand même dans à peu près un contrat de ville sur deux, c'est celui de la lutte contre les addictions. Donc qui est moins investi, mais quand même qu'on retrouve de manière assez générale. Voilà. Alors en termes de public, ça c'était pour les domaines qui sont traités hein, dans ces axes santé des contrats de ville. En termes de public, on voit bien que c'est l'ensemble des habitants qui est concerné par les enjeux de santé. Hein, c'est comme ça que c'est formulé dans les contrats de ville. Mais ici ou là, selon les territoires, il y a quand même des accents qui peuvent être mis sur des publics spécifiques. Il y a le public des jeunes et des enfants qui est mis en avant dans pas mal de contrats de ville, notamment en lien avec les problématiques de santé mentale et d'addiction d'ailleurs. Et puis il y a aussi un certain nombre de contrats de ville qui souhaitent mettre l'accent sur la santé des femmes
aussi, comme étant une priorité qu'ils souhaitent traiter dans les années à venir. Alors donc on voit que la santé est abordée comme un axe thématique, hein, mais quand on lit vraiment, quand on considère les contrats de ville dans leur ensemble, on s'aperçoit quand même que ailleurs, dans d'autres thématiques, ailleurs dans les contrats, la santé est abordée aussi de manière plus diffuse, mais malgré tout de manière présente. Et donc ces autres thématiques sont à ce moment-là considérées comme des déterminants de la santé, c'est-à-dire comme des facteurs qui influencent l'état de santé des habitants. Et donc on a beaucoup de contrats qui font le lien entre le sport et la santé, entre l'alimentation et la santé, entre l'habitat et la santé. Je pourrais citer par exemple le territoire de Bressuire qui prévoit dans son contrat de ville de soutenir des actions culturelles afin de maintenir les habitants en bonne santé physique et psychique. Donc là, un exemple d'actions qui sont prévues, qui font le lien entre la culture et la santé. Ou encore dans le contrat de ville de l'agglomération d'Angoulême, un accent, alors c'est un contrat de ville dans lequel la santé est très très développée, mais il y a un accent qui est mis sur une approche de santé environnementale à travers toute une panoplie d'actions, par exemple la distribution de paniers bio à des femmes enceintes de QPV, accompagnée de sensibilisation aux 1000 premiers jours de l'enfant, ou encore des actions de lutte contre l'exposition des enfants aux écrans, par exemple. Donc, je vais en terminer là et je vais passer la parole maintenant à Promotion Santé parce que là, vraiment, l'objectif, c'était de mettre en évidence le fait que oui, la santé, c'est un axe thématique dans les contrats de ville, mais on voit bien qu'elle est aussi traitée à travers d'autres, de manière beaucoup plus transversale finalement. Beaucoup plus dans la logique que va nous présenter maintenant Séverine Bosson de Promotion Santé. Voilà, je te passe la parole, Séverine. Merci Laurence. Est-ce que Charlie, tu peux lancer le support? Avant de poursuivre avec la place aux témoins hein, qui visent vraiment à illustrer concrètement cette approche de la promotion de la santé dans les contrats de ville, il semblait important de faire un retour sur les concepts et stratégies pour agir en promotion de la santé. Voilà. Donc, comme Laurence vous l'a présenté, la face visible de l'iceberg, des actions en faveur de la santé des habitants dans les quartiers politiques de la ville sont surtout reflétées dans les préoccupations liées à l'accès aux soins, à la santé mentale et aux addictions, c'est-à-dire en général ce que tout acteur ou habitant associe classiquement à la santé et qui est aussi, comme on l'a dit, une thématique et une part importante de l'implication des contrats de ville sur ce champ. Mais il y a aussi, ce qu'elle a évoqué, tout ce qu'on peut appeler la face cachée de l'iceberg, et c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça, parce que potentiellement énorme, c'est-à-dire la vision transversale de la santé dans les autres actions, à travers les thèmes qui vont être abordés, les publics, donc la parentalité, la petite enfance, l'éducation, l'emploi, le cadre de vie, etc. Donc en effet, c'est pour ça que j'ai mis cette phrase-là, il est depuis longtemps admis que la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire et qu'elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. C'est ce que nous disait déjà la Charte d'Ottawa en 1986. Alors avec notre réseau national, puisque du coup on travaille avec les autres promotions santé soutenues par une fédération au niveau national, nous on est convaincus que la promotion de la santé est plus que jamais une réponse adaptée aux enjeux actuels et notamment à l'aggravation des inégalités sociales et territoriales de santé, qui est un enjeu qui rassemble ici les participants à ce webinaire. Et or, nous faisons souvent le constat que les acteurs, hors dispositifs étiquetés santé, et qui mobilisent pourtant au quotidien les principes à la base des interventions de promotion de la santé, n'ont parfois pas conscience que, de par leur position ou leur mission, ils contribuent à promouvoir la santé et le bien-être des habitants ou ne perçoivent pas leur action comme concourant à la promotion de la santé. La littérature montre qu'une des clés indispensables à la réussite de l'action du coup intersectorielle au service de la santé est de partager une vision commune entre acteurs des différents secteurs
D'où mon propos aujourd'hui de revenir sur quelques éclairages et principes fondamentaux de ce domaine d'intervention. Alors, tu peux changer, s'il te plaît. Du coup, agir en promotion de la santé, de quoi parle-t-on? C'est ce qu'a évoqué rapidement Laurence. C'est une approche pluridimensionnelle par les déterminants de la santé. C'est donc devenu le principe d'intervention clé pour agir en promotion de la santé. Pour rappel, les déterminants de la santé sont l'ensemble des facteurs à la fois individuels, sociaux, économiques et environnementaux qui sont interreliés, qui vont influencer sur un problème de santé en particulier et sur l'état de santé global des individus. Ce ne sont pas toujours des causes directes, on va plutôt dire qu'on va agir sur les causes des causes et ils vont influencer la santé des habitants, des personnes sur toute leur trajectoire de vie, avec un processus d'accumulation soit d'avantages et de désavantages au fil du temps. Donc dans nos pays industrialisés, il est clairement établi que les plus importants déterminants de santé se trouvent en dehors de la zone de responsabilité stricte du secteur de la santé, comme le montrent les pourcentages ici. Donc il y a plusieurs pourcentages, mais globalement, on dit que le système de soins va contribuer entre 15 et 25% à l'état de santé optimal des habitants. Pourtant, malgré cette attention grandissante aux déterminants sociaux et environnementaux de la santé, les études montrent que l'action sur ces déterminants reste quand même insuffisamment mobilisée et que les interventions visent encore majoritairement les comportements des individus. De plus, le poids des conditions de vie dans la production des inégalités en matière de santé a été mis en lumière également depuis fort longtemps. Et quand on parle des habitants des quartiers prioritaires, ils se retrouvent confrontés à de nombreuses difficultés qui sont autant de déterminants qui vont être pour le coup défavorables à la santé. Or, ces déterminants du coup sociaux et environnementaux, ils sont par essence évitables et injustes puisque créés par la société et vont être constitués donc l'une des principales causes de ces inégalités de santé. Pourtant, même en sachant cela, ces inégalités de santé persistent et s'aggravent à l'échelle mondiale et même en France. Donc, tu peux changer. Donc, le schéma maintenant plutôt connu qui est présenté ici et adapté d'Agren et Whitehead permet de proposer une approche à travers les déterminants de santé qu'il faut prendre en compte pour améliorer la santé des populations. Donc, au lieu de se focaliser sur les changements de comportement individuels, et pour pouvoir réduire les inégalités sociales de santé, le principe de la promotion de la santé, c'est de s'attacher à agir au-delà du système de soins, en ciblant les déterminants qui vont impacter donc le plus fortement la santé des populations. On voit ici que ça se retrouve du coup dans le cercle rouge et marron qui cible les milieux de vie et de travail et les systèmes sociaux, éducatifs et sanitaires, et plus largement les contextes globaux, politiques, économiques et culturels dans lesquels évolue la population. Alors on voit que cette liste, elle est importante et que du coup la santé, c'est un domaine complexe qui a de multiples ramifications et l'importance d'avoir une approche pluridimensionnelle. Donc, on considère en promotion de la santé que c'est l'affaire de tous et que chaque acteur, finalement, qu'il soit élu, administrateur, professionnel, intervenant et même citoyen, peut y contribuer à sa manière en choisissant les déterminants qui sont pertinents au regard de son secteur d'activité, de son projet ou de son intervention. Alors, tu peux changer. Comment faire pour agir en promotion de la santé? Voilà, qui a été établi en 1986 par l'Organisation mondiale de la santé et qui propose 5 domaines d'action prioritaires pour agir en promotion de la santé. Depuis, pour avoir une définition plus opérationnelle dans laquelle chaque acteur peut se retrouver, O'Neill a donné une définition en 2004 qui dit que c'est la promotion de la santé, finalement, c'est un corpus conceptuel de pratiques qui va viser le renforcement du pouvoir d'agir des personnes et des groupes sur bien leurs conditions de vie et de santé,
à l'aide de différentes stratégies d'intervention telles que l'éducation pour la santé, l'organisation communautaire, l'action sur les environnements, le plaidoyer politique et la réorientation du secteur du soin. Finalement, la promotion de la santé va s'appuyer sur des principes d'intervention centrés sur la réduction des inégalités sociales de santé, une approche socio-écologique qui permet de prendre en compte les environnements et les conditions de vie, et des approches intersectorielles et pluridisciplinaires, ainsi que la participation des personnes et des groupes à des fins d'empowerment en matière de santé. Finalement, on peut se retrouver actuellement dans un dernier consensus actuel sur la définition de la promotion de la santé, qui dit que sa mise en œuvre va mobiliser des systèmes d'action complexes et multiniveaux qui vont impliquer une diversité d'acteurs issus de différents secteurs, qui vont adapter leur action au contexte dans lequel elles sont mises en œuvre et favoriser la participation et le développement du pouvoir d'agir des populations tout en promouvant l'équité en matière de santé. Alors tout ça va, je pense, résonner à tous les participants de ce webinaire. Donc, on voit bien que ces systèmes d'action vont prendre la forme de stratégies, de politiques publiques, de programmes, de projets qui vont émaner d'une variété de secteurs, donc au-delà du sanitaire, social, éducatif, environnemental, et donc une démarche qui va privilégier l'intersectorialité dans un cadre plus large de ce qu'on appelle la santé dans toutes les politiques. Et c'est ce que je vais éclairer maintenant, tu peux changer. Donc l'approche de la santé dans toutes les politiques, elle va partir du principe que la plupart des secteurs politiques vont avoir une influence sur la santé de la population et que chacun a donc sa part de responsabilité à assumer. Ainsi, la promotion de la santé va agir sur une multiplicité de déterminants de la santé. Voici un nouveau schéma qui montre des préoccupations qui sont plus proches d'un niveau local. Et elle est porteuse donc de ce plaidoyer pour la santé dans toutes les politiques. C'est donc, comme le fait les contrats de ville, une prise en compte de la santé de manière transversale dans les politiques publiques, qu'elles soient sociales, économiques, éducatives, y compris l'emploi, le loisir, l'environnement, l'habitat, l'urbanisme. C'est également à tous les niveaux territoriaux et organisationnels et avec un principe de créer des ponts entre ces différents acteurs et secteurs. Par exemple, on sait que pour agir sur le taux d'obésité infantile, une politique intersectorielle va devoir impliquer à la fois l'éducation, l'aménagement urbain, les services de santé, pour créer des environnements favorables à l'activité physique et à une alimentation saine. Donc finalement, on constate que différents secteurs d'action publique et les finalités de chacun d'eux peuvent se retrouver liées d'une manière ou d'une autre à un enjeu de santé publique et que c'est réversible. Donc, l'approche de la santé dans toutes les politiques a évolué jusqu'à cette définition à travers la déclaration d'Helsinki en 2013 qui dit qu'elle tient compte c'est une approche tout d'abord effectivement globale, qui nécessite l'intersectorialité et qui va permettre de tenir compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions en recherchant des synergies afin d'éviter des conséquences néfastes pour la santé et donc d'améliorer la santé de la population et l'équité en santé. Tu peux passer à la suite. Voilà. Donc, donc le mot-clé pour agir à l'échelle locale, c'est donc l'intersectorialité. Donc, si les acteurs des dispositifs dédiés à la santé, classiquement, pour agir à une échelle territoriale, comme les contrats locaux de santé, les conseils locaux en santé mentale, et à l'échelle des quartiers politiques de la ville, les ateliers santé de ville, peuvent se reconnaître dans cette approche, on se demande toujours qu'en est-il des acteurs des autres secteurs. Donc, il y a dans les contrats de ville des dispositifs dédiés
qui vont avoir aussi souvent un impact pour agir en faveur de la santé. Donc, les conseils locaux à la sécurité, à la prévention de la délinquance, les programmes de réussite éducative, les cités éducatives, les dispositifs d'adultes relais ou de médiateurs en santé, et tout le pan de projets de réaménagement urbain qui peuvent agir sur un urbanisme favorable à la santé. Donc, dans tous ces secteurs qui sont cités sur le chemin, ils vont pouvoir agir. Le petit schéma sur la gauche qui montre du coup comment toute collectivité peut s'emparer des déterminants de la santé. J'ai rajouté l'éducation et l'emploi parce que c'est les deux thématiques qu'on va illustrer à la suite de mon propos. Donc, les acteurs et partenaires qui vont contribuer au contrat de ville et à la politique de la ville ont une ADN fondée sur une approche transversale et partenariale de leurs enjeux. La question est, est-ce qu'ils se reconnaissent comme acteurs de la promotion de la santé à travers les actions qu'ils portent? L'autre question sera de voir comment on peut objectiver leur action en termes de santé pour définir une action intersectorielle et comment ce concept est intégré par chacun. Tu peux changer. Du coup, j'ai été rechercher, puisque ce qui nous intéressait là, c'était d'illustrer à l'échelle des contrats de ville comment ils s'emparent de la santé et sont inspirants pour une démarche de santé dans toutes les politiques à l'échelle locale. Donc, il y a eu un récent guide d'implantation de l'approche de la santé dans toutes les politiques au palier local qui a été élaboré. Et j'ai été rechercher les principales clés qui sont données pour se reconnaître et s'engager dans cette dynamique-là. Donc, le premier principe, c'est d'aller sur 2 axes d'action complémentaires. Donc, soit thématique, c'est-à-dire mettre la relation de la santé avec les autres secteurs, ce qu'on explicitait avant, mais sans chercher au démarrage un lien direct avec une amélioration de l'état de la santé. Et l'autre action, c'est d'aller sur le côté systématique, trouver un mécanisme qui permet d'intégrer de manière systématique ces préoccupations à l'égard de la santé dans des processus de prise de décision habituels. C'est ce que permet, par exemple, un outil d'analyse qui s'appelle la lentille santé ou les grilles sur les inégalités sociales de santé ou encore les études en amont des projets de réaménagement urbain comme les évaluations d'impact en santé. Enfin, le deuxième mot, c'est d'aller vers cette collaboration intersectorielle pour pouvoir prendre la santé de manière systématique. Donc là, il y a eu un modèle, un cadre conceptuel qui a été établi par Joanne de Montigny en 2019 pour essayer d'illustrer les facteurs réussites pour aller vers cette collaboration intersectorielle sur le champ de la santé. Et du coup, j'ai mis en jaune les facteurs de réussite clés qui sont un peu les enjeux proposés par ce séminaire en collaboration avec Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Donc, le partage d'une vision commune, l'établissement d'une communication régulière pour susciter la motivation permanente et surtout l'avantage la perception des avantages mutuels, c'est-à-dire développer une approche qui recherche des gains dans une solution gagnant-gagnant pour répondre à la fois aux enjeux propres du partenaire ou de l'acteur sur son secteur, tout en contribuant à l'amélioration de la santé de la population. Voilà, et la dernière slide, s'il te plaît. Donc, il s'agira aussi donc de mobiliser l'éventail le plus large possible de partenaires pour déterminer tous les leviers existants pour agir en promotion de la santé, selon cette charte d'Ottawa que je vous ai montrée avant, et que ce soit adapté aux besoins de la population ciblée, et d'essayer
d'inculquer progressivement une culture santé dans tous les secteurs de décision, à tous les paliers et dans la manière dont les organisations se rapportent les unes aux autres. Donc, tu peux continuer. Donc, pour faire le lien avec, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Voilà, avec les illustrations concrètes des témoins qui vont intervenir juste après. C'est important de préciser qu'il n'y a pas qu'une seule bonne façon de mettre en œuvre la santé dans toutes les politiques et que les voies vont varier en fonction des contextes, des besoins particuliers de la population, des ressources disponibles et des relations avec les partenaires clés et en s'appuyant sur les mécanismes qui existent déjà. Nous, on a trouvé que les contrats de ville, ils peuvent constituer des exemples inspirants de mise en œuvre de cette approche santé intégrée dans toutes les politiques au niveau local. Et donc, il va s'agir ici d'illustrer comment elle s'en empare sur deux champs qui nous paraissent importants en promotion de la santé et qui s'avèrent particulièrement efficaces. Donc, on va vous proposer de découvrir à partir d'un focus sur un même territoire, ici celui de Niort, des actions concrètes associées à deux dimensions clés de la promotion de la santé et qui ont été intégrées de manière transversale aux enjeux propres et prioritaires de la politique de la ville. Donc, à savoir des actions qui portent sur la création d'environnements favorables et l'acquisition d'aptitudes individuelles à travers le développement des compétences psychosociales. Du coup, on passe à la slide dernière. Je fais donc un dernier petit focus pour éclairer ces deux concepts avant de passer la parole du coup aux intervenants. Donc, les compétences psychosociales, elles font partie des compétences de vie qui permettent de faire face efficacement aux situations et aux problèmes du quotidien. On les a choisies parce qu'elles agissent de manière globale sur un continuum, donc elles vont permettre d'agir sur le bien-être mental, physique et social, ainsi que sur la réussite éducative, l'insertion professionnelle et la prévention des comportements défavorables à la santé. Comment elles se mettent en place ? On agit donc sur des déterminants à travers des interactions dédiées dans les différents environnements de vie que sont l'école, la famille, les lieux de loisirs. Et donc, les compétences psychosociales, on a traité à le souligner ici parce que pour nous, c'est un enjeu transversal dans lequel plusieurs secteurs peuvent se retrouver et s'appuyer comme ressources positives à développer. Et enfin, le dernier champ qu'on a choisi d'illustrer ici aujourd'hui, voilà. Du coup, c'est comment une étude d'impact en santé peut contribuer à créer des environnements favorables à la santé. Donc, une étude d'impact à la santé, c'est une démarche qui vise à anticiper les effets positifs et négatifs d'une politique, d'un programme ou d'un projet dans une démarche de promotion de la santé qui va inclure aussi la réduction des inégalités de santé. C'est donc un outil qui vise à enrichir un projet sur le plan de la santé dans l'anticipation, donc en amont d'une décision, et qui va permettre à la fois de minimiser les risques et de maximiser les bénéfices sur la santé. Et on se retrouve encore dans les champs importants de la promotion de la santé et de la politique de la ville, c'est-à-dire plus d'équité sociale, agir en transversalité, et ça va favoriser le dialogue avec la population et entre tous les acteurs. Et ça va être aussi une opportunité superbe pour sensibiliser un large panel d'acteurs et d'habitants à justement ce qu'est la promotion de la santé. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je laisse la parole du coup à Sabrina Renaud qui va illustrer du coup plus spécifiquement l'exemple, le contrat de ville de Niort.
bonjour à tous. Alors, je pense que Sophie Baudin, la déléguée de la préfet pour les Deux-Sèvres, est dans notre salle virtuelle. Donc, Sophie, elle le sait, on a l'habitude de travailler ensemble. Si elle veut prendre la parole parce que j'ai oublié quelque chose ou j'ai dit quelque chose pas tout à fait comme il fallait, ou voilà, elle sait, on forme un duo de stand-up parfait et on s'interrompt sans que l'une ni l'autre n'en prenne ombrage. Donc, on va vous le faire comme ça. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais on peut passer à la diapositive qui suit, peut-être quelques éléments qui vous donnent notre contexte. Alors, ces éléments, ils vont soit rejoindre ce qu'a dit Laurence Liégeois tout à l'heure sur en quoi on s'inscrit dans cette espèce de profil global des contrats de ville et comment la prise en compte de la santé a été faite, ou bien en quoi on se distingue. Je vais essayer de faire le lien entre les deux. Et puis après, je m'arrêterai sur un petit topo sur qui me semble très important dans les conditions de réussite, de la façon dont on prend la santé en compte dans un contrat de ville, qui est les engagements de droit commun, qui est une des jambes de notre contrat de ville, comme on dit en Deux-Sèvres, et puis notre autre jambe, qui sont les crédits spécifiques, qui viennent pour faire plus et en complément et de manière subsidiaire au droit commun. Mais ne pas oublier que ce contrat de ville, que l'État a rebaptisé Engagement Quartier 2030, donc Engagement Quartier 2030 et engagement, donc ça sous-tend les engagements de droit commun et qu'au moins que les habitants de ces quartiers soient pris en compte avant de faire plus pour eux, soient pris en compte à la juste poids démographique, ce qui a beaucoup animé notre démarche, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc, je vais me concentrer sur ces deux éléments-là de contexte, et puis un peu plus escamoter l'introduction qu'on avait prévue sur les compétences psychosociales, parce que Karine Mazet pour l'éducation nationale et puis Cécile Kervich tout à l'heure vont très bien y revenir. Donc, je préfère me concentrer sur ces deux premières diapositives. Donc, pour nous situer, Niort, voilà, on a 3 quartiers prioritaires, un petit peu moins de 7000 habitants, ce qui représente en gros 10% de la population de notre ville-centre. Et c'est vrai que Niort, on en parle peu, on a peu de quartiers qui brûlent, et néanmoins, on a, sur ces 3 quartiers prioritaires, on est entre 40% et 59% sur ces 3 quartiers, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui nous situe parmi les quartiers les plus pauvres de toute la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a un peu tendance à dire Niort, ville moyenne, on n'en a pas trop parlé. Et néanmoins, on a malheureusement cette distinction d'être parmi les quartiers les plus pauvres de Nouvelle-Aquitaine. Alors ce contrat de ville 2024-2030, qui a été signé le 9 avril dernier, on l'a préparé en prenant notre temps et assez en amont. En 2023, on a fait 3 temps de concertation assez denses qui ont rassemblé l'ensemble des parties prenantes, les institutions, bien sûr, les futurs signataires, les acteurs de terrain, que sont les associations, et évidemment aussi les habitants. Donc là, pour rejoindre ce que disait en 2 temps de concertation très dense, entre 90 et 70 personnes à chaque fois, puisqu'on voulait vraiment réinterroger la base, les parties prenantes, et pour en sortir des orientations qui nous permettraient ensuite de retourner vers chacun des acteurs du droit commun et puis avoir ensuite nos bases d'appel à projet. Donc, de ces temps de concertation de 2023 sont sorties les thématiques qu'abordait tout à l'heure Laurence. On a revu arriver les grands classiques, l'accès aux soins, la prévention en santé. On a revu arriver des thématiques qu'on avait plutôt vu arriver sur la fin du précédent contrat, mais qui là arrivait de façon très prégnante, la santé mentale, la prise en compte des enjeux de santé dans les parcours d'insertion pro, l'alimentation saine et équilibrée. Et puis, de manière beaucoup plus récente et prégnante, la question de la santé chez les publics allophones. Voilà, quand on est éloigné de tout par la barrière de la langue, et comment on accède à ces droits, y compris à ces droits en santé et en prévention santé. Voilà. Et puis, dernier point, et je pense que j'ai cette caractéristique en commun avec pas mal de quartiers en politique de la ville, la question du vieillissement. Puisqu'autant dans le précédent contrat, on était sur une population jeune, familiale,
monoparentale certes, mais jeune et familiale, et bien là, on arrivait sur un profil qui avait tous les caractéristiques de la vulnérabilité, puisqu'on est sur des quartiers qui donnaient tous des indicateurs sociodémographiques de vieillissement et aussi de décohabitation, donc des foyers composés à 59% d'une personne seule, formant un cocktail détonnant avec le vieillissement, puisqu'on avait, je dirais, le profil de foyers seuls, vieillissants, et donc avec potentiellement une fragilité et un risque par rapport à la lutte contre l'isolement. Donc voilà un petit peu comment ça ressortait. Puis je reviendrai tout à l'heure sur les enjeux en lien avec les facteurs environnementaux. Donc oui, on a une orientation santé pure et dure, santé bien-être, voilà, il dit son nom. Et puis la santé qui infuse, qui percole à travers d'autres thématiques que j'ai essayé de vous citer là. Ça, c'était notre élément de contexte. Autre élément de contexte, notre contrat local de santé était en renouvellement. Donc, c'était aussi un de nos actes, parce qu'on était très précautionneux sur le droit commun. Nous, je trouve que dans un contrat de ville, entre guillemets, on n'a pas gagné quand on amène tout dans le contrat de ville. On a un peu gagné quand dans les autres documents stratégiques, on voit un focus ou un point de vigilance intégré sur les quartiers politiques de la ville. Et c'est l'opportunité que nous a présenté le renouvellement du contrat local de santé avec la possibilité d'y inscrire un focus QPV. Voilà. Et puis, bon, ben, évidemment, on cite notre atelier santé-ville puisque il est de tous les compagnonnages méthodologiques à nos côtés ou aux côtés des opérateurs de notre territoire. Donc voilà, je vois un premier, vous campez le décor de l'élaboration de notre contrat ville, et s'il y a des premières questions là-dessus, je suis prêt à vous écouter, à vous répondre. Merci Madame Renaud. On s'est dit que pour les questions, on attendait Très bien. d'avoir voilà, un petit peu sur la fin des deux premières présentations autour du pouvoir d'agir et des CPS, un premier lot de questions. Donc ce sera peut-être l'occasion de vous poser des questions directement. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était important de mettre le cadre, et juste aussi, je prends la parole aussi pour peut-être qu'il y en a qui se questionnent pourquoi on a choisi trois actions qui se déroulent sur le territoire de Niort. C'était pas du tout pour dire que Niort est un contrat de ville exemplaire. C'était pas spécialement pour le mettre en valeur. Et Madame Renaud et Madame Cécile Pichiri, qui est chargée de mission contrat de ville, et qui s'excuse, qui devait être là aujourd'hui, mais qui ne peut pas être présente. Voilà, on a insisté aussi pour dire pourquoi vous avez choisi Niort. Alors nous, c'était l'idée qu'on avait, c'était de se dire qu'on choisissait un territoire qui avait une longue histoire sur les contrats de ville, mais on voulait illustrer avec trois actions sur un même territoire pour pas qu'il y ait une autre échelle, d'autres liens avec les politiques, enfin que ce soit toutes choses égales par ailleurs. Voilà comment un contrat de ville peut s'emparer des questions de promotion de la santé dans son contrat. Donc, et puis c'était aussi trois actions de manière pragmatique, c'était aussi trois actions qu'on avait accompagnées à Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, et notamment les collègues des Deux-Sèvres. Donc c'était plus facile aussi de prendre contact, hein, mais voilà. Donc, Mais vous voilà avez raison, pourquoi. Sylvette, de le redire, c'est à titre illustratif et pas exemplaire, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Ils sont pas du tout là pour crâner, on ne cherche pas non plus à les mettre spécialement en avant, c'est un contrat de ville comme les autres. Je vous propose de passer à la Voilà, diapositive donc là, suivante, si vous voulez bien, à moins qu'il y ait d'autres choses. Et encore la suivante. Voilà. Alors, non, juste s'arrêter à... Voilà. Alors, comme je vous le disais, pour nous, première chose, une fois que ces orientations ont été posées, soit directement santé bien-être ou par 5 autres orientations qui permettent à la thématique santé de percoler, il nous a semblé sur ces bases-là, voilà, des bases légitimées par le terrain et les parties prenantes, on est revenu vers chaque institution, puisque, Laurence l'a très bien dit en introduction, l'État et l'agglomération co-président les contrats de ville, c'est la loi, et en même temps disposent de crédits spécifiques pour le faire, mais en même temps, ils ont un rôle d'ensemblier. Et d'abord, sur les bases de ces orientations, on s'est
appliqué en lien avec Sophie Baudin, la déléguée du préfet. Donc, le binôme, on était, voilà, comme l'implique la loi, binôme État-EPCI, on est venu démarcher l'ensemble des acteurs, donc dans la santé, voilà ce que ça donne à voir, pour voir tout simplement, sur ces bases-là, quels étaient les engagements qu'ils pouvaient prendre. Et alors un an qu'on a essayé de tenir autant que possible, même si c'était pas possible à chaque fois, mais auquel on s'est tenu, c'est de se dire, eh bien, on veut faire plus pour les quartiers, mais déjà vérifions si les habitants de ces quartiers sont pris à leur juste poids démographique dans les actions conduites. Parce que ça, souvent on veut faire plus, et puis on se rend compte que on n'a pas la base de la base, c'est-à-dire qu'ils sont représentés en dessous de leur poids démographique. Donc sur les actions, et là on a eu un engagement de la CPAM qui nous a semblé particulièrement intéressante, qui nous a aidé dans ce pilotage, puisque la CPAM s'est engagée à faire des requêtes sur certaines actions de prévention, certaines campagnes de prévention, certains actes médicaux, sanitaires, pour savoir si les habitants de sa quartier s'en emparaient et à quelle hauteur, pour qu'on puisse voir si une action devait être reproposée à nouveau ou proposée sous une autre forme de communication ou avec une communication plus prégnante pour atteindre, ou plus en proximité pour atteindre les habitants de ces quartiers prioritaires. Et ça, c'est un engagement de la CPAM qu'on trouve particulièrement précieux, parce que cette comparaison-là, de savoir si les habitants des QPV s'emparent de chaque acte, de comment ils consomment de la santé, quelque part au sens noble du terme, nous semblait très intéressant. Après, évidemment, on a démarché notre contrat local de santé mentale, mais ça, c'était plus facile puisque c'est la Aglo aussi qui le pilote, donc on a juste à toquer à la porte d'à côté. Et donc, il y a eu un engagement sur comment la formation au premier secours en santé mentale est donc proposée aux acteurs relais de la politique de la ville. Ensuite, on a eu une action aussi, alors je ne vous la donne pas forcément dans l'ordre, hein, je vous donne des illustrations d'enjeux de santé qu'on a identifiés au tout départ. La ville et l'aglo ont un dispositif d'accès au sport pour les 6-16 ans sur notre territoire, et nous nous sommes rendus compte qu'elle était mobilisée par 6% des jeunes et des enfants des quartiers prioritaires, alors qu'elle devait être à la hauteur de 16% pour prendre en compte le poids démographique de ces populations. Donc là, on a eu tout un travail de mobilisation des acteurs par différents angles. Et là, en cela, Madame Bosson, je vous rejoins complètement qu'il faut avoir une politique inlassablement de communication et je dirais de multiplication des angles pour aller vers ce public-là. Et on a réussi à gagner 4 points sur ce dispositif d'appropriation à la pratique sportive après seulement 2 ans de travail dans ce sens. Donc, vous voyez que effectivement, je vous rejoins, c'est une stratégie qui est payante. Ensuite, évidemment, autre action emblématique toujours dans le cadre du CLS, c'est accompagner les professionnels de santé dans leur projet de création. Mais là, bon, on sait bien qu'on est très tributaire de la démographie médicale, donc c'est quelque chose qu'on doit inscrire, mais avec des leviers qui ne nous appartiennent pas. Complètement sur la gauche, agir pour le recours aux droits en santé. Et là, c'est renforcer toutes les actions visant à l'information des QPV sur leurs droits en santé. Donc là, on retrouve aussi des engagements de la CPAM, du CC et du CCL de la ville-centre. Et puis le dernier, pour faire le lien avec ce dont on va plus parler tout à l'heure sur les compétences psychosociales, on a eu des engagements pris dans le cadre du CLS par la CPAM, par la mission locale et par Prévention Santé Nouvelle-Aquitaine, sur le développement de manière assez transversale auprès de différentes tranches d'âge des compétences psychosociales. Alors évidemment, vous m'en excuserez, j'ai oublié dans la liste des engagements pris l'Agence régionale de santé qui fait une priorité de cette thématique dans ses appels à projets, en tout cas son engagement, parce qu'évidemment on ne peut pas parler d'engagement santé sans parler de l'Agence régionale de santé, et figurer en bonne place. Néanmoins, j'en profite pour, puisqu'on est sur le droit commun, d'évoquer des points de vigilance, en tout cas des incertitudes que certains opérateurs, parce qu'on n'est pas là pour dire seulement tout ce qui va bien. Aujourd'hui, nous avons des opérateurs qui expriment des incertitudes, qui sont en attente d'arbitrage sur des actions qu'ils conduisent dans le cadre des compétences psychosociales. Parce qu'il y a la question des actions et des résultats probants, et tous ne sont pas en capacité, en tout cas, voilà, sont parfois inquiets. Vont-ils, dans le futur, pouvoir continuer à conduire des actions dans ce sens s'ils ne peuvent pas témoigner ou se justifier
de résultats probants de leurs actions. Mais peut-être que ça, on aura l'occasion de plus en parler avec l'ARS. En tous les cas, c'est un point sur lequel beaucoup de nos opérateurs sont en attente. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les engagements de droit commun. Donc ces orientations-là, les orientations donc déterminées en 2023, c'est là-dessus que nos signataires du contrat ont été questionnés et se sont engagés. Et donc, on a un dispositif de suivi de ces engagements, parce que chaque engagement a été assorti d'indicateurs pour suivre dans le temps les avancées. Et on le verra tout à l'heure comment on va le décliner quand il s'agit de santé et déterminants environnementaux. La diapositive suivante est sur, du coup, les actions lancées dans le cadre de l'appel à projet, sur les mêmes orientations que les actions de droit commun. Et donc là, bon, je ne vais pas vous redéfinir ce que sont les compétences psychosociales et si vous en êtes d'accord, et laisser la parole à Karine Mazet et Cécile Kerviche qui vont dire combien dans leur domaine, chacune, autant sur les enfants que sur les jeunes, cette question de la gestion des émotions sur le savoir-être et la répercussion sur le pouvoir d'agir est importante pour elles. Voilà. Et donc accompagner dans le cadre des crédits spécifiques. Merci. Merci Sabrina. Bonjour, je crois que c'est à moi d'intervenir maintenant. Si on pouvait remettre la diapo précédente, s'il vous plaît. Voilà. Je vais tout d'abord remettre un petit peu le projet dans son contexte. Donc, ce projet qui s'appelle Grandir ensemble est né en 2008 sur le constat des professionnels de l'enseignement et de l'animation dans les écoles d'IQPV de New York. Les difficultés qui étaient exprimées à l'époque relèvent de la gestion des incivilités, des problèmes de comportementaux des élèves face aux tâches demandées ou vis-à-vis de leurs pairs, ce qui menait parfois à des comportements violents, qui provoquaient un climat scolaire altéré et puis en lien parfois avec les difficultés scolaires et des signes de mal-être pour certains enfants. Donc, partant de ce constat, des objectifs autour du vivre ensemble par le développement des compétences psychosociales ont été définis, visant à mettre en œuvre des actions précoces de prévention auprès des enfants et en parallèle des actions de formation des personnels éducatifs. Donc ces actions s'inscrivent dans le développement individuel, donc la charte d'Ottawa, et de manière à perfectionner les aptitudes indispensables à la vie pour parvenir au développement positif des modes relationnels. Ça, c'est vraiment l'important. Donc, la mise en place de ces compétences psychosociales concerne des élèves du premier degré dans les écoles et du second degré dans les quartiers prioritaires de la ville, à savoir donc 3 écoles primaires, donc maternelle élémentaire et le collège Jean Zay qui sont situés en REP, dans 2 quartiers prioritaires de la ville, et puis 4 écoles, 2 maternelles, 2 élémentaires et un autre collège, le collège Curie, qui eux ne sont pas en REP, mais sont en quartier prioritaire. Voilà. Alors, pour cette année, ça concerne un peu plus de 620 élèves du premier degré, donc des écoles, et pour le second degré, pour les collèges, c'est 400 élèves, un peu autour de 400 élèves. Voilà. Du coup, au sein donc, de ces établissements, les actions à destination des élèves s'inscrivent dans 2 temporalités. Et s'appuient aussi sur des partenaires multiples, ça j'y reviendrai après. Il y a donc des actions longues auprès des élèves du premier et du second degré, avec la mise en place d'ateliers de développement des compétences psychosociales pour les élèves de primaire, et puis des ateliers de renforcement de ces compétences pour les élèves des collèges. Dans le premier degré, ce sont donc des interventions qui sont menées de la grande section jusqu'au CM2 par des intervenants de l'UCEP,
et en co-intervention avec les enseignants. Le choix donc a été fait d'une entrée par le corps, par activité sportive. Et les modalités, donc, ce sont des ateliers hebdomadaires de 45 minutes par groupe de 12 élèves, à peu près environ, et sur un cycle de 8 à 10 semaines pour chacun des groupes. Il y a donc 10 blocs de compétences qui sont travaillés autour des émotions, de la gestion des émotions, de l'empathie, évidemment, et puis pour sensibiliser évidemment à la communication non violente, réduire les conflits, favoriser le bien-être et la réussite scolaire des élèves, puisque voilà, c'est notre objectif à tous. Ces ateliers donc, sont très, très ritualisés. Ils se déroulent en 3 parties et avec un médiateur d'expression, un outil qui est utilisé qui s'appelle la réglette du plaisir. Et ça permet donc des échanges guidés des élèves entre eux, de leur ressenti, ce qu'ils ont ressenti, leur émotion durant l'activité qui a été proposée, l'activité physique. À noter que depuis la rentrée de septembre 2024, des séances dédiées aux compétences psychosociales sont mises spécifiquement en place dans les classes à hauteur de 10 heures pour l'année. Et le ministère de l'Éducation a d'ailleurs publié 3 kits pédagogiques pour les séances d'empathie. Et donc, cette demande institutionnelle vient donc en complément des ateliers qui sont proposés aux écoles. Voilà pour le premier degré. Pour le second degré, ce sont des ateliers de renforcement pour les collégiens, et ça, ce qui s'appuie sur les acquis du premier degré. Et ça, c'est très important. Ces séances, elles sont menées alors au collège Jean Zay par la professeure documentaliste, donc en partenariat avec Promotion Santé 79. Et ces ateliers traitent de l'estime de soi, de la confiance en soi, du développement des comportements prosociaux. Elles sont donc proposées à raison d'1 heure par semaine à tous les élèves de 6e, en présence du professeur principal de la classe. C'est important que l'équipe éducative soit associée à ce temps. Et pour les autres niveaux de classe, ce sont des cycles de 10 à 12 semaines qui sont planifiés tout au long de l'année. Voilà, pour les 5e, 4e, 3e. Ces temps sont ponctués par un temps fort, parce que la principale du collège souhaitait absolument que les parents soient mis dans la boucle. Et donc, il y a un temps fort, il y a une soirée de restitution aux parents, ce sont les élèves de 6e qui eux-mêmes rapportent leurs apprentissages, et les parents sont amenés à vivre certaines des situations vécues par leurs enfants. Voilà. Au collège Curie, donc l'autre collège, il y a des séances programmées plutôt par la filière pédagogique d'éducation, en partenariat toujours avec Promotion Santé, notamment le programme Unplug qui a été mis en place cette année pour les élèves de 5e. Ou encore des interventions de 2 fois 1 heure dans les classes de 5e et de 3e. Voilà. Autour, donc toujours des CPS, et puis un petit focus sur la communication dans les réseaux sociaux. Ça, c'est la grande thématique du collège. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les actions longues. Et puis, il y a des actions ponctuelles, plus ponctuelles, mais qui sont plutôt à la demande des enseignants en fonction de la cohorte de leur classe. Donc, il y a les messages clairs. Ça, c'est une intervention de l'OCCE 79. Donc, ça, c'est vraiment à la demande des équipes. Ce sont 2 séances d'1 heure par classe pour toute l'école, ou alors, si les enseignants choisissent de cibler un niveau de l'école, c'est un seul niveau pour l'école. Voilà. Et c'est donc également une présence des enseignants qui bénéficient finalement de cette formation. Il y a aussi une autre action possible qui est la médiation par les pairs. Là, c'est le CCAS, les médiateurs sociaux du CCAS qui interviennent. C'est plutôt à la demande du périscolaire, des équipes périscolaires, et c'est à destination des élèves volontaires des niveaux CM1, CM2, et ce sont des formations de 6 séances qui ont lieu sur le temps de
Ensuite, il y a des interventions possibles proposées par le centre de santé. On a par exemple, euh, pour les classes maternelles, le programme Tina et Tony, c'est le cas dans deux classes, pardon, d'une école cette année située en REP. Il y a aussi le programme Toi Money, qui cette fois-ci, cette année, pareil, aura lieu dans une classe d'une école située en REP. Et puis, l'Éducation nationale, évidemment, intervient avec les conseillers pédagogiques départementaux ou de circonscription. Et ça, c'est également à la demande des enseignants, et sur des thématiques de cyberharcèlement, l'utilisation des réseaux sociaux, également en cycle 3. Voilà. Ça, c'était pour le premier degré. Dans le second degré, il y a des interventions, des formations à la médiation par les pairs, avec comme partenariat la ROEVEN, qui est donc financé par la préfecture, cette fois-ci. Et là, cette formation vise à définir le rôle des médiateurs à partir des représentations des élèves, en les mettant en scène, dans des situations de conflit, ou alors encore des jeux d'écoute. Et ça, donc, chaque année, c'est proposé par les équipes de direction des collèges aux élèves. Et donc, ça c'était vraiment toutes les actions à destination des élèves. Et donc, en complément de ça, sur les écoles niortaises, il y a eu une formation de personnel des écoles. Alors, c'est à la fois les enseignants, mais aussi le personnel du périscolaire, les ATSEM. Donc, ces formations ont été faites par Promotion Santé. L'année dernière, cette année, ça concernait donc les 3 écoles du REP. Et puis, dans l'autre quartier, donc, Colline Saint-André, pardon, qui est juste QPV par REP. Et donc, là, la formation des équipes est en réflexion au niveau de la circonscription de Niort. Voilà. Les Karine? perspectives, pardon, j'ai des questions après, oui, je vais pouvoir y répondre au financement. Les perspectives donc, pour les prochaines années, c'est donc de pérenniser ce projet, de l'articuler, de coordonner toutes les interventions, tous les acteurs, pour que, évidemment, un maximum d'élèves soient formés, hein, et puis, voilà, puissent développer ses compétences et puissent ainsi favoriser son bien-être mental et réussir dans sa scolarité. Voilà. Alors, justement, au niveau des financements, les ateliers dans le premier degré étaient jusqu'alors financés par l'ARS et la CAN, la communauté d'agglomération niortaise. La difficulté que nous rencontrons cette année, Madame Renaud l'a déjà évoqué, c'est que tout ce projet n'est pas programme probant. Donc, l'ARS je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas si nous allons être financés pour l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, c'est l'année 2025, l'année scolaire 2025-2026. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Madame Bazet. De toute façon, on aura les questions à la fin des 3 témoignages. Oui, d'accord. S'il y en a, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. On passe donc au second témoignage, plus sur le développement des pouvoirs d'agir là des adultes. C'est un peu montrer comment on peut développer les compétences à différents âges de la vie. Là, on a eu les enfants, les collégiens, et là plutôt les adultes. Merci, Madame Kervich. Donc bonjour à tous, merci en tout cas d'avoir donné un temps de parole sur l'action de la mission locale Sud de Sèvres. Juste pour resituer Mission locale Sud de Sèvres, nous on intervient sur une partie du département avec 3 sites phares, Niort-Mel et Saint-Mexan, et on accueille à peu près 2600 jeunes à l'année, avec effectivement 1655 sur la CAN et particulièrement 400 jeunes sur les QPV, puisque la focale est particulièrement QPV aujourd'hui. Pour vous dire qu'historiquement, la mission locale Sud de Sèvres est vraiment, en tout cas, partie prenante en termes d'action et de travail autour des compétences psychosociales, puisque avec l'arrivée de la garantie jeune il y a une dizaine d'années, on a pris conscience effectivement qu'il y avait en tout cas un travail à faire à l'égard du public 16-25 sur les compétences psychosociales et notamment, j'allais dire, le pouvoir d'agir des jeunes dans
leur vie au quotidien, dans leur propre action, dans leur rôle de citoyen, et qui derrière a un impact sur l'insertion professionnelle et sociale. Donc il y a une dizaine d'années, on a été formé du coup par l'ex-IREPS, Julien Trameau pour pas le citer, et qui nous a en tout cas initié et formé à peu près une bonne quinzaine d'équipes de conseillers sur les compétences psychosociales. Et donc depuis, on décline particulièrement ces actions et on intègre systématiquement, en tout cas quand on le peut, les compétences psychosociales au sein de nos actions, qu'elles soient individuelles ou collectives pour le coup. Effectivement, des dispositifs comme la garantie jeune ou le contrat engagement jeune nous amènent à travailler collectivement sous des formes d'ateliers, ce qui était quand même une grande nouveauté pour les réseaux d'émissions locales qui étaient plus habitués à travailler en individuel et en face à face avec les jeunes. Donc, on a intégré cette dimension-là dans nos actions. Pour nous, ça a été vraiment, en tout cas particulièrement un écho sur l'enjeu de l'approche globale que l'on travaille en mission locale. Et on a très rapidement vu l'impact que pouvait avoir ce travail autour des compétences psychosociales. J'y reviendrai plus en détail sur l'exemple phare de l'action qu'on mène, notamment avec le contrat de ville tout à l'heure, mais ça a vraiment un impact, c'est-à-dire comment je gère mes émotions. Il est quand même beaucoup plus aisé de comprendre, ou en tout cas d'essayer d'amener à comprendre les jeunes, de les outiller, de comprendre leurs émotions quand il s'agit d'aller démarcher un stage en entreprise ou tout simplement, j'allais dire, de pousser la porte d'un premier emploi, d'une première entreprise, d'avoir un tuteur en face. Donc tout ça, c'est très vite amalgamé avec notre objectif, et c'est pas nos financeurs de l'État qui sont derrière ou en train de nous écouter. Notre objectif est quand même la mise en situation d'emploi, de formation, bien évidemment aussi, mais voilà, l'enjeu était de prendre cette considération-là. On a eu la chance effectivement aussi d'avoir une gouvernance j'allais dire une gouvernance qui prend conscience de ça, ce qui n'est pas toujours le cas, donc je tenais à le signaler. En tout cas, la mission locale, depuis une dizaine d'années, intègre dans son activité et met en valeur dans son activité, voilà, au-delà des chiffres de mise à l'emploi, tout ce travail que nous faisons au quotidien. Notre enjeu a été de travailler essentiellement sur les compétences émotionnelles, notamment avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler les émotions. On sait très bien que c'est pas toujours évident dans ce contexte de vie, gérer son stress et puis les compétences sociales, bien évidemment, communiquer de façon constructive. On vous le déclinera tout à l'heure, enfin je vous le déclinerai tout à l'heure sur l'exemple que nous avons choisi d'illustrer. Développer les relations constructives, ça a été vraiment quelque chose aussi d'important. Tout simplement, accepter l'avis de l'autre, entendre les critiques, pouvoir se remettre en question, être dans la coopération, l'entraide, et puis résoudre des difficultés. C'est-à-dire que notre enjeu a été, et est toujours d'ailleurs, de comprendre comment ça fonctionne, d'outiller en fait les jeunes, tout simplement dans les propositions d'ateliers qu'on peut faire. Euh, Par exemple, dans le droit commun, nous avons des ateliers avec des sophrologues, hein, voilà, qui permettent justement de gérer ça. Et puis, effectivement, après, de les outiller pour qu'ils puissent s'en servir dans des situations concrètes et précises. Voilà à peu près l'enjeu des compétences psychosociales au sein de la mission locale. Un autre, pardon. Un autre enjeu aussi pour nous a été, et j'en avais échangé avec Madame Bosson au téléphone, vraiment de se dire qu'on n'estampille pas ces actions comme étant des actions de promotion de santé, mais ça en est en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée d'aborder la globalité. Alors vous allez me dire, c'est notre ADN, hein, l'approche globale en mission locale, j'invente rien, on est bien d'accord. Mais du coup, d'articuler effectivement ces actions-là à travers, j'allais dire, travailler la confiance en soi, l'estime de soi, savoir se présenter, gérer ses émotions. Quand on fait un job dating avec une entreprise, et ben là, on est dans la compétence psychosociale. Enfin, voilà. Et donc, derrière, on outille et derrière, ils mettent en pratique. Donc, ça a été vraiment pour nous un enjeu aussi d'articuler ça de manière, j'allais dire, complètement naturelle dans l'accompagnement que les conseillers peuvent faire et dans l'offre de services que nous proposons à tous les jeunes accompagnés en mission locale. Donc, on est, j'allais dire, oui, sur le fait que nous faisons de la promotion de la santé sans le dire. C'est un peu le Canada Dry de la CPS, quoi. Hein, voilà, c'est ça pour la référence pour ceux qui sont de la génération qui ont connu le Canada Dry. Voilà. Euh,
Je voulais aussi souligner, comme l'a dit Sabrina tout à l'heure, vraiment la complémentarité aussi avec nos partenaires, quels qu'ils soient. Alors particulièrement là, on va faire une focale, et j'y viens dans mon dernier point, sur les actions dans le cadre du quartier prioritaire de la ville. Mais on a évidemment, et j'ai bien aimé effectivement l'enjeu de toute politique, c'est-à-dire qu'on a vraiment là du coup un enjeu, une interaction. On a le même public en commun, j'allais dire de manière générale, sauf qu'on n'a pas les mêmes missions, mais cependant, on peut y amener effectivement ces actions assez fortes dans ce cadre-là. Je vais venir effectivement là au témoignage et à l'explication un petit peu de ce que nous mettons en action à la mission locale Sud de Sèvres. Je reprends là aussi les mots de Sabrina tout à l'heure, Sabrina Renaud, qui disait qu'effectivement, nous intervenons de manière droit commun autour des compétences psychosociales et notamment dans le cadre du financement de la RS, puisque nous sommes financés dans le cadre de Point Santé, mission locale Sud de Sèvres, au même titre que nos collègues des autres missions locales de la RML, où nous avons un volet effectivement information, orientation, accès au droit. Et puis, on développe aussi une offre de service de droit commun ouvert à tout public autour là aussi d'ateliers CPS. Mais ce ne sera pas l'objet de mon propos et de ma focale, bien évidemment, mais je tenais à le signaler en tout cas. Pour le quartier prioritaire de la ville, nous avons mis en place un projet qui s'appelle Cerise sur le quartier, qui s'articule autour de 3 grandes actions phares. C'est un partenariat historique avec les acteurs du quartier prioritaire de la ville. Nous travaillons depuis plusieurs années de manière conjointe et intelligente du coup pour proposer une offre complémentaire au droit commun, puisqu'on est vraiment dans ça. Cerise sur le quartier est vraiment dans cette logique-là. On propose une offre complémentaire, j'allais dire, pour s'engager dans la réussite des jeunes et des jeunes du quartier. Et cette action complémentaire qui s'appelle Cerise sur le quartier a pour objectif de favoriser l'engagement des jeunes. Alors nous, on est parti sur l'idée de la séance courte parce que la mobilisation, donc c'est vraiment des mobilisations assez courtes, assez flash, qui nécessitent de mobiliser les jeunes, pas trop sur le long terme, parce qu'on a pu voir que c'était parfois compliqué d'être là, présent sur une semaine, 15 jours. Donc on centralise sur 4 jours vraiment très intenses avec des temps forts. On favorise aussi l'engagement des jeunes qui permet là aussi de bien connaître l'environnement dans lequel ils évoluent et puis j'allais dire l'idée de citoyenneté est aussi importante, comment j'interagis avec les autres. Et puis l'objectif quand même de l'insertion professionnelle qui est de faire rencontrer des professionnels et le monde économique avec des jeunes, effectivement là en l'occurrence de quartiers prioritaires de la ville. Cerise sur le quartier, on est vraiment sur une multiplication d'ateliers animés à la fois par des professionnels de la mission locale et puis on le verra sur une action phare avec une troupe de théâtre notamment qui intervient sur cette action. On a vraiment l'objectif de mobiliser à peu près une soixantaine de jeunes, 70 plus exactement, sur ces actions-là. Je vous rappelle que pour notre mission locale, c'est 400 jeunes accueillis QPV pour la mission locale Sud de Sèvres. Donc on essaie, et puis on essaie aussi d'amener un peu de mixité, même si cette action est prioritairement QPV, mais l'idée est aussi de pouvoir ouvrir à certains d'autres jeunes. On a une premier temps fort qui s'appelle Rencontre d'entreprises autour du théâtre. C'est sur une semaine, 4 jours. Il y a les 3 premiers jours des visites d'entreprise et qui sont préalablement préparées avec les conseillers missions locales qui sont donc formés au CPS et qui travaillent la présentation, la démystification un peu du monde de l'entreprise à l'égard du jeune, travailler la confiance en soi, l'estime de soi. Donc tout ça se prépare le matin et les visites se font l'après-midi. Donc généralement, par exemple, on a sur le quartier un KFC, donc voilà, visite de l'entreprise, échange autour des métiers. Il y a d'autres acteurs aussi, et bon, on privilégie bien évidemment les entreprises et le monde économique du quartier. L'objectif est vraiment de ramener de la réassurance dans les rencontres entreprises et de travailler sur les comportements en entreprise. Je vous parlais tout à l'heure de la relation à l'autre et de la compétence qui relève tout simplement comment je gère mes émotions, comment je gère mes impulsions, comment j'arrive à m'exprimer pour me faire comprendre de l'autre et l'interaction avec le monde de l'entreprise. Donc l'objectif de cette session a vraiment
l'enjeu de mieux se comprendre mutuellement. Et c'est aussi l'inverse, et c'est aussi vrai pour les entreprises. Et on est maintenant, j'allais dire, à la troisième année de fonctionnement dans ce cadre-là. Les entreprises aussi nous remercient tout simplement pour mieux comprendre effectivement ce qu'est la jeunesse. Donc il y a vraiment cette idée de travailler, j'allais dire peut-être qu'on travaille les CPS du directeur de KFC, donc ce qui est pris est pris, mais en tout cas on arrive en tout cas à faire rencontrer de monde sur ces rencontres. Donc au préalable, les jeunes sont préparés à la visite entreprise, on visite entreprise et le temps fort est de faire un déjeuner cabaret qui donc est ponctué de scénettes dans le cadre du Théâtre Forum. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le concept, mais c'est effectivement une compagnie niortaise de théâtre qui intervient et qui du coup émaille le repas sous forme de petites scénettes et qui justement joue la provocation et qui crée de l'échange puisque sur chaque table, il y a une entreprise, des jeunes et un conseiller mission locale qui fait souvent le médiateur ou en tout cas qui est facilitateur. Donc il y a 4-5 tables qui ça se déroule dans le théâtre de Saint-Florent à Niort, 4-5 tables où se déroule j'allais dire, un repas émaillé d'échanges et de partage. Il y a un traiteur, il y a un service à l'assiette, enfin, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée du temps un peu fort et j'allais dire là de prendre du temps privilégié. Donc ça, c'est vraiment la première action phare qui marche plutôt bien. On a mis en place, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, nous, des évaluations d'impact, ce qu'on a fait cette année, en tout cas, c'est justement pour voir au niveau du professionnel l'impact que peuvent avoir ces parcours sur le jeune dans la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, on a travaillé là cette année particulièrement à cette évaluation-là. Cécile, Oui, je me permets de vous interrompre. On a pris pas mal de retard là dans le déroulé du webinaire. je termine. Est-ce que vous auriez la possibilité, voilà, de synthétiser Pas de problème. les messages qui vous restent à passer? Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de souci. Deuxième temps fort de cette action Cerise sur le quartier, c'est le projet Par et pour les jeunes. On mobilise un groupe de jeunes qui eux-mêmes initient un projet de A à Z qui vont donc de la conception, du montage financier à la mise en place, au bénéfice d'autres jeunes du quartier. Donc là, les CPS, bien évidemment, valoriser les savoir-faire, développer leurs compétences dans la collaboration, prendre confiance en soi et, j'allais dire, renforcer l'aspect citoyenneté. À titre indicatif, en fin d'année dernière, ils ont fait des boîtes cadeaux, vous savez, les fameuses boîtes chaussures où on offre effectivement des cadeaux pour des jeunes en difficulté ou en tout cas en besoin. Et enfin, le dernier temps fort de cette action Cerise sur le quartier, c'est Booste ton potentiel, où là, on met en œuvre à la fois une association des outils ADVP, qui sont des méthodes de développement vocationnel, pour travailler le projet, et en même temps les compétences psychosociales, estime de soi, confiance en soi. Là aussi, c'est un atelier qui dure 4 jours avec une animation de conseiller mission locale où on va travailler vraiment en profondeur les choix professionnels, les choix d'orientation et les choix personnels et tout simplement, j'allais dire, tirer derrière les fils d'un engagement et d'un aboutissement de projet d'insertion professionnelle. Voilà pour l'action Cerise sur le quartier. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup, Madame De rien. Clary. Et on voit bien vraiment la spécificité des compétences qui sont travaillées, les compétences psychosociales et l'impact que ça a à la fois sur l'environnement et notamment les professionnels. Là, on faisait l'idée, c'est de donner à voir qu'il y a une autre manière assez différente et plutôt dans l'orientation du cadre de vie, enfin, Ouais. l'orientation du contrat de vie, voilà, Alors, cadre de vie, comment le dernier on peut point, parler ouais, sans. en lien avec les investissements, en gros. Donc, on avait sur les 3 quartiers prioritaires un seul qui était bénéficiaire de l'Agence régionale pour la rénovation urbaine avec des fonds en rue, donc. Et donc, on avait fait dans un premier temps la réhabilitation des bars, puisque c'est un quartier d'habitat social. Et donc, dans un deuxième temps, on devait faire ce qui était des espaces publics en pied d'immeuble. Donc, on a saisi cette occasion avec une démarche portée à l'époque par les élus de se dire, bah, c'est peut-être l'occasion de réfléchir en tenant compte de ce qui était dit en introduction, c'est que l'état de santé d'une population, c'est pour beaucoup l'environnement plus que l'accès aux soins et à la prévention même. Donc de partir sur cette hypothèse-là et donc de travailler sur particulièrement en quoi l'usage des espaces publics et leur verdissement pouvait être utile à la santé, donc contribuer à un meilleur état de santé de la population, ainsi que les mobilités et les déplacements et la gestion des déchets et de la propreté urbaine. Alors, si c'est un angle qui semble très
j'irais sous un très investissement parce qu'on voulait que ce soit quelque chose vraiment de tangible. Notre objectif était à la fin d'arriver sur des éléments de programme qui puissent être intégrés au cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage qui était la ville de Niort pour requalifier ces espaces publics. Donc, pour savoir à travers ces 3 thématiques plus précisément sur quoi on voulait agir, parce qu'il y a une forte donnée participation dans cette démarche-là que nous avons initiée avec Sébastien Lodéro, qui je pense continue à l'essaimer à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons établi avec des élèves d'un BTS CP3S, alors CP3S c'est services et prestations des secteurs sanitaires et social, donc on s'inscrivait dans leur période de stage et donc on a pu avoir à grande échelle une concertation citoyenne pour savoir sur les thématiques espace public, modalité, mobilité et déplacement et gestion des déchets, et sur quoi les habitants avaient le plus envie d'agir pour contribuer à leur santé. Alors, dans le petit encadré à gauche, vous aurez le type de grille qui a été soumis aux habitants. Alors, présenté comme ça semble assez abscon, mais il faut savoir que c'était accompagné par les élèves du BTS et donc justement les habitants n'étaient pas lâchés comme ça dans la nature, mais bien accompagnés pour répondre à ces éléments-là. Je vous propose de passer à la diapositive qui suit. De cette démarche-là, nous avons retiré 24 recommandations. Alors, je vais prendre des exemples concrets. Sur les espaces publics et les pratiques sociales, il est ressorti des éléments de programme, du coup, passer dans la commande au bureau d'études et ensuite aux entreprises qui allaient travailler sur ces espaces publics, comment mobiliser les jeunes dans la co-conception de ces espaces-là. Sur les espaces verts, c'était comment inscrire des parcours de mobilité douce dans une trame végétale. Alors, on ne le voit pas là, mais c'est un quartier qui a ses 2 extrémités ou 2 écoles. Donc, la question des mobilités douces était encore plus intéressant en tant que lutte contre la sédentarité également. Sur la mobilité, on avait réservé des stationnements en pied d'immeuble aux personnes qui en ont le plus besoin. Alors, je vais m'arrêter quelques secondes sur cette thématique-là, puisque là, les habitants, parce qu'on était dans une démarche de concertation, ne sont pas tombés d'accord là-dessus. On avait 2 points de vue. On avait le point de vue de ceux qui voulaient que des stationnements en pied d'immeuble, et donc du coup, la lutte contre la sédentarité n'était pas du tout prise en compte, et d'autres au contraire qui disaient non, il faut marcher, donc il faut que ce soit très loin. Et là, du coup, sur cette recommandation-là, il a fallu arbitrer avec des déposes minutes ou quelques places en toute proximité pour les personnes âgées et les familles avec des jeunes enfants, et puis d'autres plus éloignées, justement pour la lutte contre la sédentarité. Tout ça pour vous dire que ces démarches-là, on brasse des citoyens et les citoyens, ils n'ont pas tous le même avis sur ce qu'est une démarche de santé, tout simplement. Mais ça, voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose. Et donc, il y avait des mises en tension comme ça sur des avis différents et qu'il fallait entendre et prendre en compte. Et puis, sur les déchets, la propreté, c'était soutenir, animer des projets de composteurs collectifs en pied d'immeuble. Et là, passer d'une démarche qui est souvent abordée de manière individuelle, mais de manière à avoir des composteurs collectifs compatibles avec la gestion de propreté urbaine de la ville de Niort. Voilà. Et du coup, ces recommandations sont matérialisées dans la petite carte que vous voyez à la gauche de l'écran, où vous avez les jeux, les parcours santé, les jardins nourriciers, les composteurs, les stations VLS et vélos libre-service, et l'arrêt de la navette pour les bus, donc qui sont venus, je dirais, décliner plus concrètement les éléments de programmation. Alors maintenant, il reste à passer dans le concret, parce que ces investissements-là vont démarrer, enfin les premiers coups de bulldozer, c'était fin d'année 2024. Et maintenant, il reste l'évaluation de ça, parce qu'évidemment, avec ces souhaits des habitants, en est sorti un référentiel qui reste à évaluer pendant les travaux, post-travaux, et comment ces équipements vont vieillir dans le temps. Et là, on a l'ambition de continuer à travailler avec les étudiants de la Haute École en Santé de Rennes. Voilà, j'ai essayé d'être le plus court possible. Mais là-dessus, point de vigilance, c'est la participation citoyenne qu'il faut manier, il faut avoir des professionnels là-dessus, et puis la temporalité, parce qu'on embarque des habitants sur le temps de l'investissement, et ça, voilà, il faut bien émailler pour ne pas les perdre en cours de route.
Je vais donner la parole maintenant à Sylvie Vanille de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Madame Vanille, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends tout à fait. J'ai suivi, je pense, la quasi-totalité des échanges de ce webinaire. Eh bien, donc oui, Sylvie Vanille, donc moi je travaille à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Je suis chef de projets régionaux de façon transversale. Tout d'abord, permettez-moi déjà de vous remercier pour les présentations qui ont été faites cet après-midi et la participation de tous. Donc, j'ai pu voir qu'il y avait vraiment une présence, enfin, de nombreux participants de ce fait, un intérêt pour ce webinaire qui, pour moi, souligne l'importance de la promotion de la santé, en fait, concerne et relève de nombreux champs et de nombreux acteurs, comme ça a été mentionné à plusieurs reprises. Il n'est pas possible d'intervenir pour souligner et développer toutes les comment dire, déjà pour expliquer l'organisation de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui est comme vous le savez, une ARS qui couvre un territoire extrêmement important avec 12 départements. Et si ce n'est développer et vous expliquer de la façon dont on travaille donc en prévention, promotion de la santé. Là aussi, en référence à ce qui a été dit cet après-midi, ça couvre des champs et des thématiques très très larges. Évidemment, je ne suis pas seule à travailler sur le sujet. Il y a une équipe, une équipe régionale qui se reconstruit et qui est aussi en mutation, et des équipes départementales. Donc, pour certaines de vos questions, elles relèveront plutôt des référents ou de vos correspondants au niveau territorial. Moi, ce qui me paraît important, c'est de pouvoir vous confirmer l'intérêt et la place qu'entend avoir l'Agence régionale de santé pour développer la promotion de la santé. Donc, ça n'est pas c'est pas une orientation nouvelle. On sait qu'effectivement, l'état de santé d'une population, elle est les résultats d'une organisation d'un système de santé, de soins, l'existence de professionnels de santé, des financements. Enfin, c'est un système extrêmement complexe. Mais là, je vais plutôt m'attacher suite au choix des sujets que vous avez retenus et des illustrations qui ont été faites, vraiment à l'importance, comme ça a été dit, mais je souhaite le rappeler, d'intervenir dans le cadre d'une approche globale de santé, par milieu de vie, en tenant compte des différents déterminants de la santé, avec aussi un projet qui est commun, qui est celui d'une seule santé, et puis de l'importance à continuer, parce que ça n'est pas nouveau, à lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé qui sont toujours présentes et qui constituent un élément, comment dire, qui défavorise une partie toujours trop importante de la population, de l'accès et du système de santé. Effectivement, ces enjeux-là sont bien inscrits de promotion de la santé, et sur la base de ces principes sont bien inscrits dans nos orientations. On les retrouve et bien évidemment dans notre projet régional de santé et dans un programme qui s'appelle le programme régional d'accès à la prévention et aux soins. Donc ça, c'est au niveau régional et ça constitue notre feuille de route. Vous pouvez bien sûr, et certainement beaucoup d'entre vous connaissent ces orientations-là. Ce que je souhaitais plus explicitement à la suite des différentes interventions, c'est de revenir sur trois actions, trois actions qui me semblent importantes, déployées récemment par l'agence ou qui sont en cours en déploiement et qui me semblent tout à fait corrélées par rapport au sujet évoqué cet après-midi. D'une part, je souhaitais rappeler le choix qui a été fait et l'action qui a été menée en 2024, mais qui va se poursuivre sous différentes formes, d'une formation-action des coordonnateurs et des CLS et des animateurs de santé publique, mais également des référents territoriaux CLS en agence, de façon à mieux accompagner en fait le développement des actions au niveau territorial avec nos partenaires, signataires des CLS, CLSM et autres partenaires et autres dispositifs territoriaux.
souligner qu'au-delà de cette formation qui permet aussi d'acculturer et enfin, d'avoir un projet, enfin, de renforcer les bases pour développer des projets communs et donc utiliser au mieux cet outil qui est le CLS, c'était aussi de dire que par là même, on a retravaillé sur les fondamentaux et ce que souhaiterait privilégier comme action l'ARS dans ce cadre-là, avec 5 piliers pour un contrat socle, dont 4 concernent vraiment des actions de prévention et de promotion de la santé. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler qu'effectivement, et à la fois les questions de partenariat et les questions de promotion de la santé sont vraiment au cœur de nos préoccupations et donc du déploiement d'actions de prévention, de promotion au niveau des territoires. Je ne reviens pas dans le détail sur la base de contrats, enfin, d'un diagnostic de territoire et avec l'ensemble des partenaires qui souhaitent travailler avec nous. Donc là, pour avoir plus de détails, je sais que certains d'entre eux sont présents cet après-midi, donc à vous rapprocher des coordonnateurs et animateurs pour, si besoin, avoir plus d'informations sur cette formation action qui s'est tenue sur quasiment une année en 2024. Je voulais aussi également, et ça a été, je sais que c'est un élément important au niveau régional et au niveau territorial, c'est le travail qui a été engagé en faveur, qui n'est pas un sujet exclusif de la Nouvelle-Aquitaine, qui est porté qui traverse toutes les agences régionales de santé et beaucoup d'acteurs. C'est le travail qui est en cours sur la qualité des actions de prévention et de promotion de la santé, puisque vous avez fait référence à la Charte d'Ottawa. C'est vrai que les actions de prévention, certaines, on parle d'éducation pour la santé, les actions de promotion de la santé, on commence maintenant à avoir un petit peu de recul sur leur efficacité et leur impact sur la population. Donc, on se doit effectivement de tenir compte de ces évaluations et des travaux qui ont été menés et l'orientation qui a été prise consiste effectivement, là on est dans une phase de transition qui consiste à un petit peu à réorienter ou à privilégier les actions dites reconnues comme efficaces, donc basées sur des données probantes ou pour lesquelles on a un impact suffisant. Donc oui, effectivement, il y a bien une évolution qui est en cours, qui fait l'objet d'un accompagnement et qui se poursuivra encore pendant une année, avec pour objectif effectivement vraiment de privilégier les actions les plus probantes ou prometteuses parmi celles que l'on peut soutenir. Donc ce travail est engagé au niveau régional avec les équipes au niveau départemental et se fait avec l'appui des équipes universitaires ou de Santé publique France, qui, vous le savez, donc gère un registre des interventions prometteuses et des interventions probantes. Et puis, peut-être, parce que sinon ça va être trop long, je vais peut-être aussi souligner là les travaux qui sont en cours sur les CPS, qui vraiment fait partie des actions. En fait, je rejoins tout à fait les observations qui ont été faites et je soulignerai juste l'importance de ces actions-là, qui sont inscrites au niveau régional dans le cadre d'une convention avec l'Éducation nationale, mais pas que. Et donc, il y a un travail qui est en cours aussi pour améliorer en fait notre vision de ce qui se passe sur le territoire. Donc, et puis ça se fait aussi en lien avec promotion à la santé. Et puis les EIS, qui là aussi est un sujet, les évaluations d'impact en santé, qui ont fait pour lesquelles on a aussi quelques années aussi maintenant de travail, et donc l'appui de Comodéis pour pouvoir nous aider à identifier à recenser les projets et à pouvoir déterminer en fait ceux pour lesquels on pourra
proposer un accompagnement puisqu'en fait, il y a beaucoup de projets en cours, ce qui est très bien, mais aussi la nécessité de voir avec les moyens dont on dispose ce que l'on pourra faire et puis évidemment, peut-être pour terminer, même si l'ARS, enfin voilà, je représente l'ARS, c'est vrai que ces sujets-là sont des sujets, coportés et pour lesquels on aura toujours besoin de partenaires et de cofinancement. Voilà, en très rapidement ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu très longue, mais c'est vrai que vu la teneur et l'ensemble des sujets qui ont été exposés cet après-midi, c'est vrai que ça me semblait difficile de ne pas, revenir, mais très, très succinctement sur ces, perspectives et sur les engagements qui ont été pris par l'agence. Voilà. Merci Madame Vanni. Sabrina, une réaction avant de donner la parole à Marie-Pierre Brun, visiblement. Oui, moi pour, faire écho à l'intervention de madame Vanni, tout à fait. Les collectivités, interviennent sur leur droit commun et de manière subsidiaire, mais sans se substituer aux compétences des signataires du contrat de ville et du coup, voilà, je relaie, les inquiétudes, de l'éducation nationale et d'autres porteurs sur, beh, finalement, qu'est-ce qui voilà, dites-nous mieux, plus vite ou rassurez-nous sur le fait de ce qui va être, quand on dit privilégier, les actions les plus probantes ou les plus prometteuses, voilà, qu'est-ce qui sera retenu, sous quelles conditions? Et du coup, est-ce qu'on vient pas, chambouler un petit peu ce qui fait l'esprit d'un contrat de ville? C'est-à-dire au cas où le droit commun n'y va pas, comment les crédits spécifiques doivent se comporter? Et ça pose la question de la substitution. Alors, encore une fois, moi voilà, je rappelle les grandes orientations qui sont celles, au niveau régional et qui concernent l'ensemble des acteurs et l'ensemble de nos actions. Donc la le niveau enfin, les attentes et donc le besoin de consacrer nos financements à des actions efficaces et c'est une attente, voilà, qui concerne, l'ensemble des ARS et qui est en fait, le fil, la ligne, de conduite qui nous est clairement demandé. Après, sur ce que ça signifie et comment, ça se passe au niveau territorial, là, je peux pas vous répondre. J'ai pas ces éléments de réponse. Je sais qu'on accompagne et que ce processus-là, il vient pas d'être enclenché. Il a fait l'objet, de présentations, de mémoire fin 2023. Donc on est sur effectivement une phase de transition. Alors il s'agit pas, il s'agit d'améliorer notre offre et de s'assurer que ce qu'on peut faire, puisse, avoir vraiment les effets escomptés au regard des retours qu'on a sur, les actions de prévention et de promotion de la santé qui, encore une fois, pour certaines, sont menées depuis très longtemps. Donc en fait, effectivement, sur les principaux, déterminants de santé, on les connaît. Sur les facteurs d'intervention, on a aussi des éléments. Donc après, ça sera aussi en fonction, de la situation au niveau territorial, des enjeux, enfin des enjeux en termes de populationnel et puis, des engagements qui ont été pris. Donc, je pense pas qu'on soit dans une rupture, mais, dans des évolutions, ça c'est certain. Oui, Mm. Merci Madame Vanni. Et puis ben, on invite peut-être les territoires à se rapprocher de leur délégation départementale du coup exactement. pour engager ce dialogue et obtenir les réponses dont ils ont besoin, puisque vous nous disiez que c'était à ce niveau-là que les réponses pourraient être apportées, hein, si j'ai bien compris votre propos. Ben, voilà, ce que je veux dire, c'est Euh, qu'en fait, c'est pas forcément Merci le à lieu vous. ici. Voilà. Merci. Je donne la parole pour terminer. On a vraiment pris beaucoup de retard. Je m'en excuse à nouveau à Marie-Pierre Brun, qui est chef du service régional politique à la DRETS Nouvelle-Aquitaine. Marie-Pierre, pour un mot, un mot de réaction aussi à ce que tu as pu entendre pendant ce webinaire. Oui, je vais essayer d'être brève. Effectivement, on
Madame Vanni parlait des inégalités en santé, donc c'est l'essence même de cette politique publique, de la politique de la ville, que de réduire les inégalités. Donc le champ de la santé fait partie effectivement de tous les champs pour lesquels on essaye de réduire ces inégalités. Je dirais qu'on a peut-être une petite faiblesse, c'est qu'on dispose de peu d'indicateurs à l'échelle de quartier pour mener nos diagnostics, mais comme on l'a vu, on peut avoir des ressources auprès de la CPM, des ARS pour établir ces diagnostics. En revanche, je pense qu'on a une grande force, c'est qu'on est en capacité souvent d'expérimenter et d'innover, puisque certains dispositifs sont nés en politique de la ville, ont été repris par le droit commun. En tous les cas, même si on a une hétérogénéité des quartiers, enfin de la typologie des quartiers prioritaires en Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'on peut s'accorder sur plusieurs enjeux qui les rassemblent tous en matière de santé et qui ont été évoqués ici. Je crois que le premier enjeu, c'est la coordination, puisqu'on a quand même vu aujourd'hui qu'on avait un contrat de ville rénové qui est à l'échelle intercommunale et que l'on a parfois des services en santé qui sont portés par l'échelon communal ou intercommunal et que nous avons aussi un domaine qui est très transversal et où parfois, effectivement, cela nécessite plutôt de travailler en équipe projet. Donc ça, c'est le premier enjeu qui ressort, je trouve, de notre échange de cet après-midi. L'autre enjeu, c'est effectivement l'animation, puisque c'est une question qui était posée aussi dans le chat, ou en tout cas, il y a eu des échanges d'expériences autour de l'animation. Donc oui, aujourd'hui, le volet santé, il doit effectivement être alimenté par les contrats de locaux de santé et de santé mentale lorsqu'ils existent, évidemment. Et comme le disait aussi notre collègue Clément Maes, je pense que le maintien des ateliers santé-ville est quand même une plus-value pour maintenir une vigilance sur les quartiers prioritaires. Alors, je ne dis pas que c'est absolument nécessaire, mais en tout cas, c'est quand même un point fort pour maintenir des actions propres dans les quartiers prioritaires. Et c'est le cas effectivement pour Niort. Et puis aussi, on l'a vu dans l'animation, l'enjeu de garder une place pour les habitants, de les associer et d'avoir une approche effectivement participative. Au niveau de la région, bon, vous avez mené l'analyse des priorités qui sont dégagées des contrats. Donc, on a évidemment l'accès aux services publics, à l'offre de soins et aussi une vigilance quand même sur la démographie médicale, puisque dans notre région, on entend souvent parler de déserts médicaux en milieu rural, mais il en existe aussi dans nos quartiers en milieu urbain. On a effectivement parlé de la santé mentale, surtout chez les jeunes, et de l'enjeu des compétences psychosociales. Donc, c'est un enjeu qui est vraiment partagé aujourd'hui au niveau régional. Mais on n'a pas que des jeunes dans nos quartiers, on a aussi une population vieillissante, donc on a l'enjeu de l'accompagnement de la perte d'autonomie aussi chez les personnes plus âgées. Je cite au passage que le CCAS de La Rochelle a été retenu lors de l'appel à manifestation d'intérêt qui est donc porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Direction générale de la cohésion sociale et la CNSA pour effectivement expérimenter un projet d'accompagnement de la perte d'autonomie dans le QPV de La Rochelle. Voilà, donc il n'y avait qu'un site sélectionné sur toute la France et nous avons cette expérimentation qui dure jusqu'en 2027 à La Rochelle, donc j'espère qu'on vous en fera une restitution et un partage. Et puis, on a effectivement aussi dans nos quartiers tout l'enjeu de l'aller vers. Donc effectivement, des personnes qui sont en situation d'exclusion, qui ne font pas de démarche de soins, et effectivement, il faut pouvoir aller vers. Et on a aussi l'enjeu, de par la composition de la population, les dernières données INSEE que l'on a montrent qu'effectivement, on a une population étrangère surreprésentée dans nos quartiers et pour lesquels il faut parfois aussi procéder à de la médiation interculturelle dans le champ de la santé et aussi être en vigilance sur le phénomène de la lutte, enfin des discriminations et donc veiller à lutter contre ces discriminations. Caroline a posté aussi une ressource dans le chat. On sait qu'effectivement, il y avait une attention dans le champ de la santé puisque des annonces avaient été faites lors du Conseil interministériel des villes d'octobre 2023. J'en citerai que quelques-unes, mais il y avait l'objectif du doublement des maisons de santé, la labellisation de 26 centres et maisons de santé participatifs, une amélioration aussi de l'alimentation avec le programme Mieux manger pour tous, et puis une augmentation de la médiation, de la prévention à l'école. On en a eu un très bel exemple, je trouve, aujourd'hui avec l'exemple niortais. J'ai envie de vous donner rendez-vous en mars 2025, puisque notre ministre délégué à la ville a annoncé la tenue d'un conseil interministériel des villes en mars 2025. Donc nous verrons quelles sont les nouvelles priorités en santé, même si
je dirais qu'elle demeure quand même au gré des années. Et puis, je vous invite aussi, alors là, c'est plutôt une proposition en termes d'ouverture pour prolonger ce moment, qui est d'aussi nous faire savoir si vous avez des besoins ou en termes d'animation ou de mise en réseau, puisque l'enjeu, c'est aussi d'avoir, comme on le disait, hein, cette coordination avec des acteurs très nombreux. Moi, je suis rattachée à un service emploi et dans les appels à projets, offres de remobilisation, on parle des compétences psychosociales chez les jeunes, etc., de la lutte contre les addictions. Voilà, on sait que voilà, on est très, très, très nombreux à être concernés par des problématiques de santé, d'où l'enjeu effectivement de se parler, d'avoir des temps de travail peut-être ensemble, en tout cas de partager les informations et d'échanger. Donc n'hésitez pas s'il y a aussi des thématiques parmi celles que j'ai citées notamment, qui pourraient faire l'objet d'un travail approfondi à l'échelle régionale, puisqu'il y a bien des spécificités territoriales que vous traitez, mais parfois si ces thématiques ou si ces sujets sont communs, je pense qu'on sera plus utile à les travailler parfois au niveau régional et à se les partager pour avancer ensemble. Voilà, en tout cas, merci à toutes et tous pour vos témoignages riches. Et je dirais que même si Niort n'a pas été choisi pour son exemplarité, je trouve que quand même, à la lueur de tous ces exemples, Niort se rapproche quand même de ce vers quoi on doit tendre en matière de coordination et d'animation notamment. Donc voilà, je voulais quand même saluer l'action aussi de ce territoire et notamment dans les quartiers prioritaires. Merci beaucoup Marie-Pierre. C'était le mot de la fin. Il nous reste, avec mes collègues Sylvette Ronc et Céline Bosson et Charlie Delorme, toutes pour vos interventions. C'était un plateau féminin aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous et toutes de nous avoir suivis et d'avoir échangé dans le chat. On vous confirme hein, bien sûr que ce webinaire vous sera en replay ainsi que l'ensemble des ressources qu'on aura pu évoquer et puis un dossier de ressources complémentaires également qui viendra compléter tout cela. Ça, ce sera dans les prochaines semaines. Puis, je vous invite à consulter les différentes ressources qu'on peut avoir sur notre site internet sur le domaine de la santé dans les quartiers. Il y a notamment un article qu'on a produit récemment sur le CLSM et puis à vous inscrire à l'information politique de la ville sur notre site internet aussi. Finir à Céline Bosson pour terminer, Séverine. Oui, merci. De notre côté, juste pour souligner aussi que on est présent en antenne départementale, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour des appuis individualisés. En termes d'actualité, on n'a pas forcément là à venir, mais on vous invite à vous inscrire sur notre blog Santé et Territoire qui a une veille vraiment actualisée sur les enjeux de promotion de la santé, y compris en lien avec la politique de la ville. On a aussi un catalogue de formations en ligne qu'on a présenté rapidement au démarrage, Sylvette, voilà, que vous pouvez consulter sur notre site. Et enfin, pour terminer, et en écho à ce que Madame Brun a évoqué, on vous enverra demain, je crois, un questionnaire de satisfaction, mais qui a aussi pour objet de sonder un peu vos besoins pour les suites à donner sur les thèmes, le fond et la forme que ça peut prendre et les différentes échelles qui vous intéressent, ainsi que le croisement entre cette multiplicité d'acteurs qu'on a essayé de rassembler aujourd'hui en faisant cette coopération avec Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine, que je remercie à nouveau aujourd'hui. J'ai vu que ça a été au-delà de la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Je pense que ce sujet, il a interpellé pas mal de monde et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été relancé sur des temps en live comme ça. Donc, j'espère que vous pourrez contribuer à donner votre avis pour qu'il y ait des suites par derrière. Merci beaucoup à toutes et à tous.